Cet épisode est sponsorisé par la Self. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé Face à la souffrance au travail, où nous parlerons de psychodynamique du travail, d'engagement, d'organisation du travail, ou encore de la place de la souffrance. Au micro pour cet épisode, Thibaut Marcoux et Cassandre Dubos. Eh bien bonjour, et donc pour ce premier podcast de Parlons peu, parlons ergo, eh bien je suis accompagné de Cassandre. Ça va Cassandre? Oui, ça va et toi Thibaut? Eh ben écoute, ça va bien, un petit peu stressé car c'est un peu une première pour nous. On espère en tout cas que ça vous plaira, auditeurs et auditrices. Et je pense que tu as un invité à nous présenter pour ce podcast de Face à la souffrance au travail. Tout à fait. Bonjour Patricia Nuchold. Bonjour. Alors vous êtes docteur en psychologie au Conservatoire national des arts et métiers, en co-tutelle avec l'Université de Buenos Aires. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, chercheur au laboratoire psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse à l'Université de Paris. Vous êtes aussi membre de l'équipe de psychodynamique du travail et de l'action à l'Institut psychodynamique du travail aux côtés de Christophe Dejour. Et vous êtes metteur en scène dans la pièce de théâtre d'Arrachcore avec Gabriel Agosti, Nicolas Froment et André Rosenfeld. Et aussi, vous avez rédigé plus d'une vingtaine d'articles, dont le dernier en date est L'intelligence du corps et New Public Management. Et maintenant, je passe la parole à Thibaut pour parler de la souffrance face au travailler avec vous, Patricia Nuchold. Merci Cassandre, un CV long et prestigieux, félicitations quand même, c'est une présentation longue, mais c'est vrai que vous êtes sur beaucoup de tableaux et c'est très très appréciable d'avoir un profil aussi divers, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que là aujourd'hui avec vous, on est là pour parler avec vous de la souffrance au travail et de la question du travailler finalement. C'est une question que vous avez abordée dans plusieurs de vos articles, on le disait juste avant, hein, Cassandre le disait. On aimerait commencer avec vous, un peu sur la base, sur ces questions de souffrance, parce que c'est vrai que quand on entend souffrance au travail, on va prendre, on va dire, le sens un peu commun de la chose, hein, qui est la souffrance pathogène, pathologique, donc comme vous dites pathogène dans votre lexique, dans votre jargon. Est-ce qu'on pourrait revenir avec vous un petit peu sur la question de la souffrance au travail, vraiment sur le sens le plus commun? Donc, qu'est-ce que la souffrance? D'accord? Et nous parler un peu de cette souffrance face au travailler. Donc voilà, faire la différence entre entre la souffrance ordinaire, pathogène et éthique. Donc voilà, de revenir un peu avec vous, dans un premier temps là-dessus. Oui, pas de souci. Nous, en psychopathologie et psychodynamique du travail, quand on parle de souffrance, on ne parle pas de la même manière qu'on parle d'une manière un peu banalisée quand quelqu'un est en souffrance ou quand je suis en souffrance. C'est-à-dire pour nous, la notion de souffrance est très spécifique et très balisée. C'est une notion qui a été définie par Christophe Dejour. En tout cas, la façon dont on reprend la question de la souffrance, c'est à partir de la façon dont Christophe Dejour l'a définie en 1993 en travail sur mental, l'un des ouvrages phares de la psychodynamique du travail. Et finalement, c'est ce qu'on appelle la souffrance, et c'est cet éprouvé énigmatique, un peu désagréable, déstabilisant, quand on est confronté avec ce que nous on appelle les réels. Pour nous, la souffrance fait partie du travailler. Et dans ce sens-là, il est nécessaire de définir qu'est-ce qu'on appelle travailler. Nous, travailler, c'est combler l'écart entre le travail prescrit, entre ce que les ergonomes appellent la tâche, et les réels, ce qu'on appelle parfois l'activité. C'est-à-dire que travailler n'est pas synonyme d'emploi. Il y a des gens qui peuvent avoir les mêmes emplois, il y en a un qui travaille et l'autre qui ne travaille pas beaucoup. Il y en a un qui travaille bien, qui fait bien ce qu'on lui demande de faire, et l'autre qui ne fait pas grand-chose ou qui fait les choses mal. C'est-à-dire travailler et s'engager subjectivement et mettre ce qu'on sait faire à l'œuvre pour justement gérer ces imprévus, ces aléas, les pannes des ordinateurs, les collègues des tas de choses qui se passent au quotidien au travail et face auxquelles il faut faire face. Et quand on est confronté avec ce qu'on appelle les réels, c'est-à-dire tout ce qui met à mal ma maîtrise de la situation, et on fait l'expérience de ce que nous on appelle la souffrance. Et c'est éprouvé
que dont je parle qui émane de la rencontre avec les réels. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est inévitable, parce que, comme les ergonomes nous ont bien appris, il y a toujours un écart que les ergonomes appellent irréductible entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire, travailler n'est pas faire ce qu'on nous demande de faire au pied de la lettre, mais travailler, c'est aller un peu au-delà, c'est-à-dire faire des choses que nous n'avons pas demandé de faire et ne pas faire des choses que nous ont demandé de faire, c'est-à-dire enfreindre un peu ces prescriptions pour justement réussir à bien travailler, à combler l'écart entre les prescrits et les réels grâce à cet engagement. Mais quand on travaille, quand on veut bien faire ce qu'on a à faire, on fait l'expérience de la confrontation avec les réels, c'est-à-dire on essaye d'arriver à l'heure et il y a un bouchon, on essaye d'envoyer un courrier et les logiciels bug, les documents disparaissent ou on ne les retrouve plus. Voilà. Du coup, on fait l'expérience de ce qu'on appelle la souffrance, c'est-à-dire on ressent les risques de ne pas arriver, peut-être. On ne sait jamais si on va réussir à combler l'écart entre les prescrits et les réels, y compris pour ceux et celles qui ont beaucoup d'expérience, c'est-à-dire y compris pour les institutrices qui ont 30 ans d'expérience. Peut-être cette année, ils auront dans leur classe quelqu'un qui ne va pas réussir à apprendre comme les autres enfants ont toujours appris dans leur cours. Et même si on est médecin expérimenté, peut-être on aura un malade qui ne va pas guérir avec les traitements habituels. Et au-delà des situations propres à une activité, il y a toujours des imprévus, des aléas. Il y a le Covid. Il y a mon collègue qui me hurle dessus comme on ne m'a jamais hurlé. Il y a un collègue qui frappe à la table. Je sais pas, il y a du nouveau, il y a du réel, il y a cette résistance à ma maîtrise de la situation. Jamais je peux être tranquille du fait que je vais réussir toujours à maîtriser. Et c'est face à ça qu'on éprouve ce qu'on appelle la souffrance, c'est-à-dire cette expérience pathique dans le corps et face à cette résistance du réel. Et c'est pour ça qu'on dit que la souffrance fait partie du travail. Quand on cherche à bien faire, on fait l'expérience de la confrontation avec les réels et du coup on souffre de ça. Par contre, parce que je suis dans un bouchon et je risque de ne pas arriver à l'heure, ou parce qu'un fichier sur lequel j'avais travaillé disparaît, et de mon ordinateur, ça ne veut pas forcément dire que je vais tomber malade, on est d'accord. C'est-à-dire, c'est là où on fait la différence entre la souffrance ordinaire ou la souffrance première, si vous voulez, et cette souffrance pathogène, anormale, qui est du côté de ce qu'on pourrait appeler la maladie. Je ne vais pas trop monopoliser, mais parler sans arrêt, mais cette souffrance qui fait partie du travailler, ordinaire, première, peut avoir deux destins possibles. Qu'on a développé Christophe Dejour, c'est-à-dire soit cette souffrance peut basculer du côté du plaisir dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand j'arrive à l'heure à ma réunion malgré les bouchons, quand j'arrive à envoyer les documents que j'avais perdus, quand j'arrive à surmonter l'épreuve du réel, tout ce que j'ai souffert bascule du côté du plaisir. C'est-à-dire que le plaisir est secondaire à l'expérience ordinaire de la souffrance. Et ça, on peut l'amener à une fois que ces malades qui ne guérissaient pas avec mes traitements habituels guéris, tout ce que j'ai souffert bascule du côté du plaisir. Et d'une certaine manière, peut-être qu'on peut penser que plus on a souffert, plus on retrouve du plaisir quand on arrive à surmonter l'épreuve, parce que justement, on réussit à s'éprouver à soi-même qu'on est capable de faire notre activité, et aussi parce que d'une certaine manière, on apprend des nouvelles astuces, des nouvelles habiletés, des nouvelles triches pour gérer les réels, pour faire face aux réels, et du coup, on devient un peu plus intelligent. C'est-à-dire que cette souffrance qui fait partie du travail est les points de départ du développement de l'intelligence pratique, ce qu'on dit, c'est-à-dire de cette intelligence du corps face aux difficultés, aux épreuves du travail. Mais à la fois, d'une certaine manière, quand une souffrance ordinaire, c'est-à-dire quand l'écart entre les prescrits et les réels est trop important, ou quand, pour travailler, je me retrouve à faire des choses que je réprouve moralement, comme vous parlez des souffrances éthiques tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la souffrance éthique, ou quand on se retrouve face à certaines difficultés, ou la possibilité de tricher dans l'essence noble du terme, hein, c'est-à-dire, on donne souvent l'exemple des l'ourlet, pantalon du couturier qui a fini un pantalon et il reste un peu de travers, et du coup rattrape les coups par l'ourlet. Quand la possibilité de rattraper les coups, de tricher, de trouver des astuces est empêchée par l'organisation du travail, cette souffrance ordinaire qui nous permet de travailler peut basculer du côté de la souffrance pathogène, c'est-à-dire de la maladie. Et cette différence entre souffrance ordinaire et souffrance pathogène, c'est très important à noter parce que si la souffrance fait partie du travailler, cette souffrance ordinaire, la souffrance pathogène, c'est-à-dire la maladie, ne fait pas toujours partie des conditions, c'est-à-dire on ne tombe pas toujours malade en travaillant. D'accord, mais c'est un point de vue qui est,
assez original, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne connaissent pas la psychodynamique du travail, hein, pour nos auditeurs auditrices, parfois, un peu néophytes, hein, sur ces questions-là, donc je me permets un peu de reprendre, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que pour vous, la souffrance sur le plan ordinaire, c'est un point de départ parce qu'on s'engage, pas avec notre sensibilité, notre personnalité, avec notre être, notre corps, comme vous dites, hein. On s'engage dans du travail, donc il y a du réel, on appelle il y a du réel, il y a du prescrit, dans le travail et donc vu qu'on s'engage, pleinement à l'intérieur, on se fait face à une première souffrance, dite ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont nous résister, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va être, comme vous dites, on va être dans des bouchons, un dossier va pas pouvoir s'envoyer, via internet et cetera. Donc il y a des choses qui nous résistent, on cherche des solutions. Soit on y arrive et à ce moment-là, cette souffrance ordinaire devient un plaisir dans un 2e temps, ou alors, il y a des souffrances plus grandes, qui vont être plus longues et durables. On reparlera plus tard, hein, dans le podcast de la souffrance et de l'endurance, notamment face à la souffrance, enfin avec cette souffrance. Mais donc il y a un 2e temps, il peut y avoir une souffrance pathogène et c'est là où j'en viens un peu vous en parliez un petit peu juste avant de la souffrance éthique, mais si on reste dans ce schéma-là, étant donné qu'on s'engage pleinement dans le travailler par notre être, il y a forcément notre nous-mêmes moral qui s'engage dans le travail et donc on peut se poser la question à ce moment-là de la souffrance éthique, chose que vous travaillez dans vos textes. Oui, juste pour, avant d'aller sur les souffrances éthiques, je pense que ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de travailler sans engagement subjectif. Parce que justement, la définition même du travailler, c'est s'engager subjectivement. Et d'une certaine manière, quand on s'engage pour essayer de réussir à faire quelque chose qui a de la valeur, c'est-à-dire pour combler l'écart entre les prescrits et les réels, on fait un pari. C'est-à-dire on donne de soi et pour gérer tout ça. Et d'une certaine manière, ces paris peuvent être à l'origine du plaisir, de l'émancipation, de l'accroissement de l'amour de soi, etc., soit trop donné au mauvais endroit peut nous mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des gens en souffrance au travail, là pour le coup on parle de la souffrance pathogène, on ne retrouve dans les situations des souffrances au travail, dans le sens de la maladie, que des gens qui se sont engagés, c'est-à-dire des gens qui donnent, qui ont donné, c'est-à-dire qui aiment ou qui ont beaucoup aimé leur travail. Dans les consultations, par exemple, que je peux avoir individuelles avec des salariés qui vont pas bien à cause du travail, systématiquement, c'est des gens qui aiment ou ont aimé leur travail. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas donné, ceux qui n'ont pas parié, on dit en français, je m'excuse, au pari, ceux qui n'ont pas parié et ceux qui n'ont pas donné et ceux qui n'ont pas investi subjectivement cette activité ne sont pas à risque. L'autre jour, j'étais justement dans une cadre coopérative où on mène une enquête, il y avait les médecins du travail, ils rigolaient parce que je disais, les gens qui ne travaillent pas ne sont pas à risque de souffrir au travail. Mais quand on dit travailler, ce n'est pas juste venir à l'emploi tous les jours, c'est-à-dire c'est s'engager pour faire que les choses marchent. Tout à fait. Mais vous en parlez, hein, notamment dans vos écrits, il y a un risque dans, la prise de parole. Enfin, on en reviendra, bah, on va parler juste après avec Cassandre, hein, vous allez en parler de la notion des organisations du travail. Il y a un facteur risque d'apprendre la parole et cetera. Mais donc voilà, donc s'engager subjectivement dans le travail, dans le travailler plus exactement, c'est ce qui nous expose à une souffrance éthique, à une souffrance morale dans notre travail quand notre nous-mêmes, notre singularité peut être empêchée, par exemple, dans la réalisation de notre activité réelle. Disons qu'il y a plusieurs sources susceptibles d'entraîner de la souffrance au travail dans le sens de la souffrance pathogène, c'est-à-dire toute entrave à la mobilisation de l'intelligence, tout déni du travail vivant et du coup tout déni des reconnaissances du travail vivant. Par exemple, quand on dit que les gens, on leur demande juste de faire ce qui est marqué sur les fiches de poste, c'est-à-dire c'est nier et ne pas reconnaître toute la richesse de ce qu'on fait, de ce qu'ils font ces travailleurs au quotidien pour gérer justement tous ces imprévus, ces aléas, ce qu'on appelle le réel. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de ces travaux qui ne se voient pas et qu'à travers la parole, parce que justement, parfois, c'est des gestes qui sont presque invisibles. Et, donc, toute impossibilité d'émancipation sociale par le travail, tout entrave à la coopération peuvent être des obstacles à la possibilité de retrouver les leviers pour que justement les travails soient au service du plaisir, de la coopération, du vivre ensemble. Oui. Et vous dites donc que la reconnaissance peut être un facteur du coup à la souffrance. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être facteurs de souffrance?
Nous, on ne conceptualise pas les sources principales de la souffrance comme des facteurs. Parce que d'une certaine manière, si on veut parler en termes des facteurs, les premiers facteurs, les premiers risques psychosociaux, si on veut, c'est de travailler, c'est-à-dire c'est de s'engager. C'est-à-dire, il y a souvent des salariés qui nous disent moi, je viens tous les jours au travail. Souvent, ça m'est arrivé d'avoir des salariés qui me disent je viens tous les jours au travail, mais je ne travaille plus parce que je ne vais pas me retrouver en dépression comme ça m'est déjà arrivé les dernières années. Donc, d'une certaine manière, travailler, c'est s'engager. Et du coup, d'une certaine manière, à partir du moment où on s'engage, c'est prendre les risques d'échouer et justement de voir sa subjectivité en péril, d'une certaine manière. Mais parmi ces chaînons intermédiaires, il y a la question du marge de manœuvre justement pour mobiliser l'intelligence. Il y a la reconnaissance de cette mobilisation de l'intelligence et du coup de ces travails vivants, comme je disais. Et puis il y a tout ce qui se mobilise du côté de la sublimation, c'est-à-dire tout ce qu'on arrive à faire et grâce à cette activité, on peut déployer pas seulement une activité et du coup un résultat, mais aussi déployer et développer notre propre subjectivité. Une phrase des Christophe Dejoux qui était au CNAM, il était sur les sites, je me souviens de la chaire de psychanalyse santé-travail, qui disait travailler n'est pas seulement produire, c'est aussi se transformer soi-même. C'est-à-dire travailler suppose à la fois transformer les mondes pour les meilleurs ou pour les pires, mais à la fois se transformer soi-même pour les meilleurs ou pour les pires. Quand au travail, la possibilité de mobiliser l'intelligence est au rendez-vous, et grâce au travail, on devient plus intelligent, c'est-à-dire on devient moins bête de ce qu'on était avant d'avoir fait cette activité. Mais à l'inverse, dans certaines conditions, pour tenir au travail, il faut mobiliser des stratégies de défense tellement rigides qu'il y a des gens qui, à force de travailler dans certains endroits ou d'avoir à tenir dans certains endroits dans lesquels la possibilité de travailler n'est plus trop au rendez-vous, les risques, c'est qu'ils deviennent plus bêtes. Et ça, ce n'est pas désindexé de ce qu'on fait comme activité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on fait quelque chose qui a du sens. C'est très important de le dire. Il y a des gens qui travaillent beaucoup au service de quelque chose qui est au service du bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent pour guérir les malades, il y a des gens qui travaillent pour éduquer les enfants, comme on disait tout à l'heure, mais, mais aussi des gens qui travaillent beaucoup pour faire quelque chose qui est du côté du mal. Et dans ce sens-là, ce qu'on fait, ce qu'on produit, va avoir un impact pas seulement chez les autres, mais aussi chez soi-même à force de faire ce qu'on fait. Moi, par exemple, dans ma thèse de doctorat, parce que on avait déjà discuté un petit peu de ma thèse, j'ai beaucoup pas mal travaillé sur les plateformes téléphoniques en Argentine. Et là, on voyait que certaines des tâches qui faisaient ces téléconseillers en Argentine, qui fournissaient des services, par exemple en Allemagne, étaient vraiment au service c'était des activités presque de l'ordre de l'arnaque. Et finalement, ce qu'ils faisaient, c'était pour eux pas bien, sauf qu'ils se disaient quand même, bon, on les fait à des gens des pays plus riches, comme les Allemands, ou on les fait dans une autre langue. Et du coup, finalement, ces mouvements défensifs leur permettaient de se détacher de ça et de pouvoir continuer à travailler et faire face à justement ce qu'on appelle la souffrance éthique, à faire des choses qu'on réprouve moralement. Mais forcément, toutes ces stratégies de défense qui permettent de tenir pour se protéger de la souffrance nous rend pas plus intelligents, mais à l'inverse, nous rend un peu plus bêtes. Parce que justement, pour tenir, une stratégie de défense suppose un rétrécissement de la pensée. Et ce rétrécissement de la pensée ne concerne pas seulement l'activité, mais l'ensemble de notre vie psychique. Je ne sais pas si c'est clair, parce que là, j'ai introduit en plus la question de stratégie de défense qui est un lien avec la question de la souffrance. Parce que je disais qu'il y a deux voies, il y a deux destins possibles de la souffrance. D'une part, la, 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 la souffrance peut être à l'origine du développement de l'intelligence, de la création, voire de l'émancipation, soit la souffrance ordinaire peut être à l'origine de la maladie. Mais il y a aussi des gens qui ne retrouvent plus de plaisir au travail, mais qui ne sont pas non plus malades, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à faire barrage à cette souffrance et ont développé des formes de stratégies de défense. Mais ces stratégies de défense permettent de tenir dans un contexte où la possibilité de retrouver du plaisir au travail souvent n'est pas au rendez-vous, mais à la fois, c'est quelque chose nous permet de continuer à travailler sans tomber malade, mais à la fois, pour pouvoir continuer à travailler sans tomber malade, nous oblige à arrêter de penser à quelque chose. Moi, j'aime bien
utiliser la métaphore de la guitare. Moi, j'aime bien jouer la guitare. Donc, quand on commence à jouer la guitare, on a mal aux doigts. On a mal aux doigts, et au bout d'un moment, on développe une corne. À partir du moment où on a une corne dans le bout des doigts, on arrive à mieux jouer la guitare et avoir moins mal aux doigts. Par contre, on perd de la sensibilité dans les doigts. Et quand on perd de la sensibilité, on ne la perd pas que quand on joue la guitare. C'est-à-dire on perd la sensibilité aussi si on touche la table ou si on caresse notre enfant. Et les stratégies de défense sont quelque chose du même ordre, mais du point de vue psychique, c'est-à-dire une sorte de rétrécissement de la pensée pour pouvoir tenir. Sauf que quand on arrête de penser à quelque chose, parce que sinon on ne pourrait pas continuer à travailler, soit quelque chose de risqué, soit quelque chose d'amoral, soit quelque chose qui pourrait nous empêcher, si on les pense trop, on ne pourrait pas continuer à travailler. Quand on arrête de penser à ça, c'est pas qu'on arrête de penser seulement à ça au travail, mais on arrête de penser à ça tout C'est le vrai temps. que nous, là, c'est une question qui nous a pas mal animé pour écrire ce podcast. Parce que quand on s'est intéressé un peu plus à la psychodynamique du travail, c'est très bien que vous parliez de ça, parce que nous, ça nous fait écho à pas mal de choses, notamment la question de l'endurance face à la souffrance. Vous en parlez, Monsieur Dejour aussi, Christophe Dejour en parle aussi dans ses écrits, et c'est une question qui nous anime beaucoup, parce qu'on se pose la question de combien de temps exactement on peut résister face à la souffrance. Bien sûr, là vous parlez actuellement de stratégie de défense, donc ça fait écho à cette question de l'endurance, parce que voilà, il y a des personnes qui n'arrivant pas à trouver du plaisir, voilà, donc face à cette première souffrance du réel, du travail réel, il y a une première souffrance, les choses nous résistent. Et là vous parlez par exemple de votre thèse sur les plateformes téléphoniques, où là il y a carrément on demande aux opérateurs de mentir, donc on a un contrat un peu vicieux qui se met en place dans le travail de l'opérateur. Il y a des stratégies de défense qui se mettent en place pour tenir, j'imagine, plus longtemps, donc ça fait écho à cette notion d'endurance. Et la question qu'on aurait aimé vous poser par rapport à cette question de endurance et de souffrance, c'est est-ce qu'il y a un... C'est une question qui est un peu sommaire ou un peu triviale dit comme ça, mais est-ce qu'il y a un seuil de la souffrance possible? Est-ce que dans tous les terrains que vous avez croisés, quand vous croisez des histoires, des personnes qui vous parlent de leur vécu, qui vous parlent de leur travail réel, vous sentez cette endurance, et comment cette endurance finalement à des moments s'épuise, ou alors à quel moment cette endurance permet, comme vous le disiez juste avant, que eh bien finalement la souffrance ordinaire devienne un plaisir ordinaire plus grand, parce que bah, ça a duré longtemps, c'était une souffrance endurante, et donc c'est un plaisir qui va être lui encore plus grand et endurant. Mais finalement cette question d'endurance, comment on la traite de votre point de vue psychodynamicien du travail, comment on la traite cette question de l'endurance? Voilà, c'est ces travaux sur les stratégies collectives de défense, les stratégies viriles de défense en particulier. Christophe Dejour, il commence à dire finalement, on ne peut pas comprendre les liens entre travail et maladie mentale, c'est-à-dire les travaux sur la psychopathologie du travail, sans comprendre ces dimensions des défenses, c'est-à-dire comment font les gens pour tenir. C'est-à-dire que les gens, les sujets qui travaillent, les sujets au travail, ne subissent pas la souffrance passivement, mais qu'au contraire, ils mettent en place des défenses pour se protéger, un peu comme le corps. Et ne subit pas passivement la douleur quand on joue de la guitare. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le corps se protège et il y a des défenses qui se déploient. La notion de défense, c'est une notion qui vient de la psychanalyse, vous imaginez bien, et qui est à la fois, elles sont intentionnelles, mais pas forcément conscientes. C'est-à-dire, elles servent à quelque chose, elles servent à tenir, mais souvent on n'est pas conscient. C'est pas que les ouvriers, les maçons à l'époque, dans ces travaux sur la défense virile, ils disaient, allez, on va nier les risques pour pouvoir continuer à travailler. C'est-à-dire, ça s'est fait d'une manière pas consciente, mais à la fois intentionnelle. Et c'est ce qui permet souvent de ne pas penser à sa propre souffrance ou à ce qui fait souffrir. Et certaines de ces conduites peuvent sembler incompréhensibles parce que parfois, c'est des conduites qui supposent pas seulement ne pas réduire les risques, mais augmenter les risques. Par exemple, dans les travaux des maçons, on pourrait prendre cet exemple un peu fondateur de cette notion de stratégie de défense, stratégie collective de défense en tout cas, et la psychodynamique du travail. Ces maçons-là, pas seulement ça ne réduisait pas les risques de mourir, mais au contraire, parfois, il y avait des formes de bizutage ou des rituels où ils montaient dans les échafaudages et ils rajoutaient des risques supplémentaires. On peut penser la même chose, par exemple, dans les téléconseillers argentins qui arnaquaient les clients allemands, pas seulement de certaines stratégies de défense qu'ils mettaient en place, comme parler l'autre langue ou participer à certains jeux, ou voir qui, entre guillemets, qui arnaquait plus de clients. Et pas seulement il les empêchait de participer à quelque chose qu'ils réprouvaient moralement, mais au contraire, ça pouvait faire qu'ils participaient davantage
à ce qu'ils réprouvaient moralement. C'est pour ça que certaines des stratégies de défense, du point de vue de la rationalité instrumentale ou stratégique ou morale, sont incompréhensibles. Par contre, ils répondent à une rationalité que nous, on appelle pathique, c'est-à-dire ils visent la préservation de soi, la préservation de la santé, et, et on ne peut pas comprendre l'essence de certaines conduites qu'à la lumière de cette rationalité défensive. Je récapitule. Donc, je disais que cette notion de stratégie de défense, c'est ce qui a permis le passage de la discipline de la psychopathologie du travail vers la question de la psychodynamique du travail. Parce que, jusqu'à cet ouvrage Travail sur mental, on essayait de comprendre les liens entre travail et maladie mentale. À partir de ce développement des stratégies de défense, on commence à comprendre qu'il y a des gens qui sont au travail, mais qui ne vont pas forcément bien, mais qu'à la fois, ils ne tombent pas malades. Et la question qu'on a commencé à se poser, au lieu de nous demander quels sont les liens ou les conditions ou les types de pathologies qui peuvent déclencher certaines situations de travail, on a commencé à se demander comment ça s'est fait que les gens ne tombent pas malades malgré ces circonstances. Ce qui vient prouver que finalement, les gens n'étaient pas complètement passifs face à ce qui s'est passé, mais qu'ils mettaient en place des différents types de stratégies de défense, individuelles, collectives ou des idéologies défensives. Là, par exemple, je disais tout à l'heure, certains travailleurs peuvent se désengager. C'est une stratégie de défense individuelle, c'est-à-dire c'est une façon de ne pas trop donner, ne pas trop parier pour justement préserver sa propre santé dans un contexte dans lequel la possibilité de faire quelque chose qui a du sens, pour bénéficier de la reconnaissance pour faire quelque chose qui a du sens, n'est plus au rendez-vous. Oui, toutes les stratégies de défense nous permettent, si vous voulez, d'endurer. Vous utilisez le mot endurance, nous on parle plutôt de tenir dans ces contextes, parce que souvent la question de l'endurance peut être plutôt quelque chose de conscient, c'est-à-dire, moi je vais courir, je me force un peu à endurer, tandis que du côté des stratégies de défense, ce n'est pas quelque chose qui est toujours pensé. Par contre, ce qui se passe, c'est que toutes ces stratégies de défense, les individuelles, les collectives, ou ce qu'on appelle les idéologies défensives, rétrécissent la pensée pour continuer à tenir, ce qui fait qu'on retrouve au travail des gens qui, a priori, font des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et qui, du coup, entraînent souvent des jugements un peu psychopathologisants, du genre il est fou, elle est folle, elle est hystérique, ou des jugements moraux. Et là, on peut commencer à dire qu'il est méchant, qu'elle est méchante, ou tout un tas d'insultes pour dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Et au lieu d'essayer de comprendre l'essence de ces conduites à la lumière, justement, des stratégies de vie, soit ces conduites ont un sens du côté du travail, soit ces conduites ont un sens du côté d'une façon de se protéger dans un contexte dans lequel la possibilité de bâtir la coopération n'est pas au rendez-vous. Et là, on peut identifier des tas de défenses différentes et assez spécifiques aux situations de travail. Et puis, un lien avec l'histoire subjective des personnes aussi, parce que même s'il y a des stratégies de défense collective, il y a aussi des stratégies de défense individuelle, c'est-à-dire il y a certains qui se désengagent, mais aussi d'autres qui accélèrent, qui rentrent dans une forme d'hyperactivité. Et puis il y a d'autres qui boivent pour tenir, il y a d'autres qui se droguent pour tenir. Et, et dans ces sens-là, on peut identifier des façons de tenir assez diverses et variées. Donc c'est pour ça, donc pour que la souffrance devienne quand même un plaisir, pour revenir à ma question et au vu de tout ce que vous êtes en train de dire actuellement, donc le fait de tenir, pour changer de terme, hein, parce que ce n'est pas la notion d'endurance, donc qui est plus juste, mais la notion de tenir. Donc finalement, la souffrance, quand le travail nous résiste, et hélas nous résiste trop, ou alors devient, comme pour la question des plateformes téléphoniques en Argentine et j'imagine en France aussi, on a des voilà, on arrive à parfois à des situations qui sont très problématiques sur le plan moral et éthique, où on demande par exemple aux opérateurs de mentir ou quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, tenir face à la souffrance devient quelque chose de pénible et donc là, à ce moment-là, on tombe dans une souffrance pathogène, pathologique. Oui, ou dans des stratégies de défense de plus en plus clivées. C'est-à-dire, il y a des endroits où ce qui commence à se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent malades avec des symptômes psychopathologiques qui vont bien au-delà des insomnies ou des troubles musculo-squelettiques, mais avec des tableaux cliniques plus aigus, comme des dépressions plus graves ou des troubles anxieux plus graves, voire des tentatives de suicide ou des suicides de certains salariés. Pas toujours sur le lieu de travail, mais ça peut arriver que ça arrive sur le lieu de travail. Ou à l'inverse, des gens qui ne tombent pas malades, mais qui développent des défenses de plus en plus rigides et de plus en plus enquistées. Et c'est là où on se retrouve que
justement, la façon de se protéger des uns et des autres peuvent être en lien avec la structure de chacun, c'est-à-dire celui qui est un peu obsessionnel devient très obsessionnel, celui qui est un peu hystérique et dans la séduction devient très vachement dans la séduction, et celui qui a une histoire avec certaines substances commence à consommer beaucoup plus. Mais à la fois, on peut identifier que aussi certaines stratégies de défense collective sur le lieu de travail s'enquistent aussi. Par exemple, on peut identifier certaines équipes dans lesquelles on retrouve des idéologies défensives qui peuvent prendre la forme de ce que nous on appelle la pathologie de la communication, dont la forme la plus, en tout cas celle que j'ai vue les plus souvent, sont par exemple des guerres des clans, c'est-à-dire les, les jeunes et les anciens, la hiérarchie et l'équipe, les faits sans fonction et les diplômés. Et, et dans ces guerres des clans, on commence à se constituer, pas tellement en tant que collectif de travail, mais collectif défensif, dans lesquels on passe nos jours à surveiller l'autre, à dire, et au bout d'un moment, à différentes stratégies collectives de défense, justement, qui nous permettent de mieux travailler, les idéologies défensives, par exemple ces guerres des clans, commencent pas seulement pas à permettre de mieux travailler, mais justement commencent à devenir la source principale des souffrances au-delà de la question du travail. La possibilité de continuer à participer activement de quelque chose qu'on réprouve moralement, c'est-à-dire continuer à participer de quelque chose qu'on réprouve et qui n'est pas au service de bien travailler, et s'ouvre parce que justement, on passe nos jours à critiquer les uns aux autres, tandis que l'activité continue à se dégrader. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Nous avons eu des situations cliniques assez incroyables, pas seulement des notes et des procès des uns avec des autres, avec des lettres, mais ça peut aller jusqu'à faire rayer la voiture, c'est crever les pneus, c'est laisser des poupées voodoo dans les bureaux des uns et des autres, voire une de mes premières interventions en Argentine il y a quelques années, c'était un homicide sur le lieu de travail. C'est-à-dire ces conflits au sein des équipes peuvent aller très très loin. Et là, pour les coups, pour reprendre un peu votre question, la possibilité de retrouver une délibération collective autour du travail peut devenir plus difficile, voire impossible. C'est-à-dire tant que les stratégies de défense nous empêchent de penser à quelque chose, mais il y a une volonté au bout d'un moment d'essayer de penser l'activité, les stratégies de défense peuvent peut-être ne pas être un obstacle à la délibération. Par contre, dès qu'on est du côté des idéologies défensives, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que justement, la possibilité de discuter des points de désaccord sur comment gérer l'écart entre les prescrits et les réels pour bâtir la coopération est compromise parce que on n'est plus du tout en confiance. C'est-à-dire, on nous propose un café et je pense tout de suite qu'on veut m'empoisonner. Et dans ces conditions-là, c'est très compliqué de rebâtir une parole et une écoute risquée pour bâtir la Mmh. coopération. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement pour faire entendre ces stratégies de défense, dans une organisation du travail, enfin, quelle serait la place en fait, Disons que pour nous, les stratégies de défense font toujours partie de l'activité. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a, parfois il y a des stratégies de défense et parfois il n'y en a pas. Par contre, il y a des différentes formes de stratégies de défense qui permettent de continuer à travailler et faire un travail de qualité ou pas. Je pense que ce qui est le plus important pour nous, toujours pour retrouver la voie salutaire qui peut avoir le travail et pour retrouver les conditions pour rebâtir la coopération, passe par la possibilité d'avoir des temps pour discuter collectivement dès l'écart entre les prescrits et les réels, c'est-à-dire pour justement créer les espaces pour pouvoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on nous demande de faire et de comment on fait, c'est-à-dire des activités. Et dans ce sens-là, il faut avoir le temps, mais surtout, il faut avoir l'envie. Et là, ça ouvre toute la question de l'action. Hein. C'est une question très, très complexe qui en plus une question clinique, c'est-à-dire dans chaque endroit est différent. Et je ne pourrais pas vous dire, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça, ça et ça. Ce qui est sûr, c'est que non, non, oui, oui, bien sûr. Il faut des espaces, de discussion, en fait. il faut des espaces de ce que nous on appelle des délibérations, c'est-à-dire dans lesquelles l'activité déontique puisse se déployer, c'est-à-dire une activité sur les règles des travail, sur comment on bâtit les règles, sur qu'est-ce qu'on fait. Et pour ça, il faut avoir envie de discuter collectivement pour pouvoir avancer. Souvent, il y a une personne qui prend une parole risquée et ensuite, il y a les autres qui peuvent aller dans ce sens. Et d'ailleurs, souvent, les enquêtes en psychodynamique du travail
sont les points de départ pour mener ces travaux, c'est-à-dire à la fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue du point de vue du rapport subjectif au travail de ces collectifs, mais aussi c'est aussi un contexte dans lequel on apprend ou on réapprend. Si à l'époque on savait le faire et après on a perdu pied, et à délibérer collectivement sur ce qu'on fait et aussi sur nos défenses. Parce que parfois, ce qui pose problème, c'est la façon de se protéger des autres. Parce que forcément, je rigole, mais c'est peut-être pas très rigolo, la façon de se protéger de l'autre joue sur mon activité. C'est-à-dire, si un collègue, c'est parce qu'il a fait une dépression, maintenant il vient au travail et il fait les minimums indispensables pour ne pas se mettre à risque, forcément, ça va impacter sur moi, parce que moi, je vais me retrouver à faire ce qu'elle ne fait pas. Sauf que tant qu'on ne s'explique pas pourquoi et comment on peut faire, le risque, c'est au lieu d'essayer de comprendre l'essence de ces conduites à la lumière de l'activité, le risque, c'est de commencer à faire des interprétations psychopathologiques des différents collègues. Et, et je pense que ça, c'est une voie qui est un peu risquée parce que c'est un peu vrai. C'est-à-dire, si on commence à dire comment sont, du point de vue psychopathe, quel est le rapport, d'une certaine manière, la structure psychopathologique des uns et des autres face au travail, et le risque, c'est de commencer à dire des choses qui sont plus ou moins vraies, mais ce n'est pas par là qu'on va s'en sortir pour rebâtir la coopération. Moi, j'ai toujours cette impression que quand au travail ça va bien, d'une certaine manière, la folie, entre guillemets, de chacun trouve sa place. Par contre, dès qu'au travail ça ne va pas, c'est-à-dire dès qu'on ne retrouve pas la possibilité de combler ensemble l'écart entre les prescrits et les restes, c'est-à-dire de bâtir ce qu'on appelle la coopération, et on doit commencer à nous protéger. Là, c'est comme s'il y avait les côtés plus fous de chacun commencent à apparaître ou à s'enquister. Et du coup, les risques, c'est de commencer à dire, ah, regarde, lui, il est obsessionnel. Ah non, regarde, elle est tout le temps dans la séduction. Ah non, regarde, lui, il picole. Ah non. Et c'est des choses qui sont vraies, mais c'est pour autant ça qui va permettre de rebâtir les règles de travail pour justement, éventuellement, remettre en route la coopération. C'est un peu comme des fausses pistes. En tout cas, du point de vue clinique, quand je suis en tant que clinicien sur l'intervention sur le lieu de travail. C'est des sujets toujours très complexes parce que pour nous, même si on mobilise certaines notions qui sont très stabilisées depuis maintenant une bonne trentaine d'années, comme la souffrance, les stratégies de défense individuelles, collectives, les idéologies défensives, c'est la souffrance ordinaire, la souffrance paradoxale, c'est une notion quand même que je n'ai pas du tout développée moi-même, hein, mais qui justement constitue un peu les socles de base de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail, même si on a quand même ces corps théoriques qui est assez stable et qui en plus se développe depuis ces années. Par exemple, la notion de souffrance éthique était un peu plus proche, c'est des souffrances en France et des travaux d'Edouard Rollo, de Christophe Demarque, mais surtout aussi des Christophe Dejour, il y a la RTS Nelvar qui a beaucoup travaillé sur ça. Bon, bref, même si on a toutes ces notions assez stables, on est dans une discipline clinique à laquelle chaque collectif des salariés est unique, la souffrance de chaque salarié est aussi propre à lui ou à elle, et la façon de nous protéger est un lien aussi avec cette histoire individuelle et collective, c'est-à-dire notre histoire individuelle avant de joindre cette équipe, mais aussi l'histoire collective de ces collectifs. C'est ce qu'on dit souvent, non? C'est que la question de la psychopathologie ou de la santé au travail, c'est le résultat d'une rencontre entre une histoire individuelle et une histoire d'une organisation du travail, un collectif qui facilite ou empêche finalement la coopération, les déploiements de l'intelligence pratique. C'est ce qui est passionnant finalement dans notre métier, je trouve, en tout cas dans la façon dont je conçois mon métier, c'est cette dimension où chaque intervention, chaque nouvelle demande qui arrive est une nouvelle aventure qui s'ouvre, dans le sens d'être, le mot aventure peut donner l'impression d'être dans une novlangue managériale, je ne veux pas donner cette impression que c'est toujours une aventure merveilleuse, un défi qu'on va soulever ensemble, mais chaque nouvelle demande, c'est une nouvelle histoire qui démarre aussi. Et on rentre dans un univers qui est singulier et qui à la fois est très intime, parce qu'il y a quelque chose de notre rapport au travail, soit individuellement, soit collectif, qui appartient à notre fort intime. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un peu comme mon père, quand je me sens menacé, j'ai réagi un peu comme me disait ma mère. Et à la fois, il y a des choses qu'on fait avec mes collègues qui sont des choses qu'on fait et que justement, ça doit rester entre nous parce que ça ne doit pas se savoir qu'on comble l'écart entre les prescrits et les réels d'une certaine manière. Parce que justement, dans certaines organisations du travail,
Et ça, c'est certaines façons, certaines choses qu'on fait pour travailler appris par la hiérarchie, le risque, c'est qu'on soit empêché de pouvoir continuer à faire comme on fait jusqu'au présent. C'est pour ça que finalement, parler du travail, quand on dit travail, on dit du réel ou de notre confrontation au réel, et c'est toujours un peu risqué. Parce que quand on travaille, on fait des arbitrages, on fait comme on peut. On fait comme on peut avec ce qu'on est. Mmh. Et Et on donne du sens, à oui, notre voilà, je travail. sais pas si oui, je pense qu'on essaye de faire de notre mieux dans ces sens-là. On est traversé par justement une dimension éthique, une dimension de ce qui est bien. On essaye de faire du bien. Sauf que parfois, même si on essaye de faire du bien, on peut se retrouver à faire le mal. Moi, je ne pense pas que les je veux dire, mais que les téléconseillers à Buenos Aires disaient: «Ah, je vais aller au travail arnaquer des gens en Allemagne». C'est ça ce qui est terrible de travailler, c'est que, c'est-à-dire, ça peut être au service du meilleur, mais aussi ça peut être au service du pire. Mmh. Et du coup, oui, quel était leur sens, du travail, du coup, dans ces plateformes? Oui, voilà, dans ces plateformes, mais aussi on peut les penser dans bâtir la sécurité sociale en France, c'était beaucoup de travail et il y a d'autres gens qui travaillent pour la déconstruire. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup ou qu'on a l'air très engagé et professionnel on travaille toujours au service du meilleur. C'est pour ça que la question de la délibération collective sur le travail est un chaînon intermédiaire indispensable, et pas seulement pour retrouver la voie salutaire du travail, c'est-à-dire pour faire quelque chose qui me fasse du bien à moi, mais aussi pour faire quelque chose qui soit au service du bien, du point de vue politique. Mais juste pour reprendre un petit peu, pour clôturer un peu cette première partie sur la question de la souffrance, et du face au travailler et donc la question de la souffrance d'ordinaire à pathogène. Là, vous avez parlé tout à l'heure de la notion de confiance notamment parce que voilà, donc finalement, quand il y a une perte du sens du travail ou quand on va dans ces plateformes téléphoniques et finalement on sait on n'est pas heureux d'y aller et on sait très bien que l'organisation du travail va nous mettre dans une disposition, qui casse la relation de confiance, qui permet la coopération, saine entre les opérateurs. Donc finalement, les organisations du travail ont un rôle fort, j'imagine, à jouer, dans cette, mise en place de la coopération, dans cet établissement de la confiance entre les opérateurs qui leur permettent ensemble de réguler leur activité, de mettre en place des règles et cetera et de permettre de s'engager dans leur Oui, travail. oui, l'organisation du travail a une place centrale, c'est-à-dire l'organisation du travail peut favoriser ou empêcher le développement de l'intelligence, de la coopération. Mais, mais les sujets au travail n'est pas tel qu'on le conçoit en psychopathologie, psychodynamique du travail, est très éloigné de l'opérateur de l'ergonomie, pour le dire d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui participe activement, ou se défend activement face à ce qui lui arrive. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû intervenir dans un EHPAD où il y a eu justement beaucoup décès à cause du Covid. Et du coup, le personnel soignant s'est retrouvé à faire face à une vague des décès très, très, très importante. Et du coup, ils n'ont pas pu, lors d'une enquête avec un collectif des soignantes, elles nous disaient qu'elles n'avaient pas pu accompagner comme elles pensent qu'il faut accompagner les résidents. Ça n'a pas pu être là comme il fallait, comme elles pensent qu'il faut. Et ni les familles, ni la personne, et ni même pouvoir les habiller comme ils pensaient qu'il faudrait habiller les personnes avant de les mettre dans les cercueils parce qu'ils allaient tellement vite et elles-mêmes étaient à risque. Bon, c'était très, très dur. Et effectivement, il y a quelque chose qui vient de l'organisation du travail, de la circonstance, du réel même, mais ce qui s'est joué pour elle du point de vue de la souffrance éthique, donc cette souffrance qui se définit par le fait de participer activement à des choses qu'on réprouve moralement, était un lien avec le fait qu'elle, elle l'avait fait. Quand on dit que travailler, c'est s'engager subjectivement pour combler l'écart entre les prescrits et les réels, et quand justement, quand on y arrive à faire quelque chose qui a du sens, ça peut être rapatrié du côté de l'amour de soi, c'est parce que nous avons fait, nous, quelque chose qui est bien. De la même manière, quand nous avons participé, nous, à quelque chose qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas bien, qui n'est pas au service du meilleur, on paye d'une certaine manière les prix d'avoir fait quelque chose qu'on réprouve. Sauf si on développe des stratégies de défense pour nier ça, des justifications, des déresponsabilisations ou autres. Mais tôt ou tard, d'une certaine manière, comme le travail peut nous permettre de faire quelque chose qui a du sens pour rendre le monde plus beau, plus juste, meilleur, le travail peut aussi rendre le monde pire.
D'une certaine manière, c'est aussi par rapport à ça que le travail peut nous permettre de nous aimer un peu plus nous-mêmes ou de nous détester au point de nous amener même jusqu'au suicide. On ne peut pas comprendre ni la maladie, ni la décompensation, ni les stratégies de défense aussi enquistées qui peuvent mener les gens jusqu'à la folie ou jusqu'à déclencher un cancer du jour au lendemain ou faire un arrêt cardiaque ou d'être en train de se pourrir la vie les uns aux autres sans comprendre ces dimensions de l'engagement ou sans comprendre cette définition du travail, finalement, est en lien avec cette question d'être là, d'être engagé pour mener un travail vivant. Et, et finalement, quand on dit les centres d'appel, ce n'est pas les centres d'appel, c'est les téléconseillers qui peut se dépatouiller comme il peut avec lui-même pour tenir ou pas tenir. Et c'est ça ce qui rend justement la clinique riche et complexe parce que justement, après, il y a vraiment aussi des gens qui, dans un contexte difficile, arrivent à faire quelque chose à contresens, c'est-à-dire en résistance, on peut dire, si on reprend la thèse d'Antoine Duhart, qui suppose justement pouvoir continuer à faire quelque chose qui a du sens dans un contexte qui nous pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs de métier. Et c'est là où justement c'est intéressant parce que ça montre que l'organisation du travail joue un gros parti, mais ne détermine pas, pas une fatalité non plus pour pouvoir continuer à faire quelque chose c'est-à-dire, il y a des organisations de travail qui nous demandent de moins bien faire notre travail, mais il y a des gens qui, à l'intérêt de ces organisations de travail, continuent à subvertir d'une certaine manière l'organisation de travail pour pouvoir continuer à faire un travail de qualité. Bah, on a déjà un beau pied dedans, de toute façon pour, discuter de vos terrains. On parlait, enfin Cassandre, quand elle annonçait un peu tout ce que vous avez fait dans vos nombreux travaux, pardon. Vous avez sorti un article très récent, très récemment sur, le cas des maisons d'accueil spécialisées, les MAS. Est-ce qu'on pourrait revenir avec vous un petit peu, bah, finalement sur cet article-là, sur son contenu et notamment, bah, sur cette question, pour prendre un angle de lecture et pour, expliquer un peu aux auditeurs et aux auditrices, bah, le contenu de cet article et là où vous voulez en venir? Peut-être la question parce qu'on n'a toujours pas parlé, mais la question finalement, enfin, on a commencé à en parler quand même, en filigrane et à des moments, mais la question de cette organisation du travail qui mute actuellement et notamment dans le secteur du soin, là, vous parliez des EHPAD juste avant, on a des organisations qui mutent et qui tendent de plus en plus, vers, en tout cas, de la sous-traitance et on ultra spécialise certaines tâches. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une sorte de fragmentation, de l'organisation qui se forme, ce qui éloigne les opérateurs, qui casse la coopération et qui, développe, une méfiance entre les opérateurs puisqu'on casse la confiance, on les éloigne, on quantifie un peu tout ça. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu avec vous sur ces nouvelles organisations du travail et notamment dans le cas des masques, que vous abordez dans votre article notamment? Oui. Moi, maintenant, depuis 5 ans, moi, ça fait presque 7 ans que je suis en France. Et depuis 5 ans, et je mène des interventions en lien avec plusieurs services de santé au travail. Et les gros des interventions et des demandes qu'on reçoit viennent du secteur médico-social. Je ne sais pas si c'est aussi un lien avec la façon dont les services de santé au travail interentreprises travaillent, mais en tout cas, c'est un secteur qui est très développé en France. Moi, j'étais étonné quand j'ai commencé à découvrir ça, une grande richesse de la France quand même par rapport à l'Argentine, par exemple. Et on retrouve quelque chose qui est un peu répétitif, à tel point que c'est pour ça que j'ai voulu écrire ces papiers, parce que bon, je raconte un peu une intervention que nous avons menée avec Hélène Paya, qui est une psychologue clinicienne toulousaine. C'était une demande d'intervention d'une maison d'accueil spécialisée, mais qui retrouvait plusieurs éléments qui reviennent assez régulièrement dans d'autres demandes que j'ai pu recevoir ces dernières 5 années. Il s'agissait d'un collectif je dirais des femmes, mais il y a pas que des femmes, mais principalement des femmes, comme dans beaucoup d'établissements du genre, comme les EHPAD, justement, comme les maisons d'enfants à caractère social, voilà, les MAS, voilà, les CESAD, les IME, voilà. C'est des établissements dans lesquels on retrouve souvent une population principalement féminine. Et l'origine de cette demande concernait une population vieillissante, et tant du côté des salariés comme du côté des résidents. C'était des résidents polyhandicapés
Et c'est une population qui était presque en train d'atteindre l'âge d'être un EHPAD, sauf que par rapport au type d'établissement, il y avait pas de passage à l'EHPAD, c'est-à-dire ils allaient rester sur place. Et, et les salariés qui s'étaient occupés d'eux, ils étaient aussi pas loin de la retraite, c'est-à-dire ils étaient aussi, et ils commençaient à avoir de plus en plus du mal à mener cette activité, c'est-à-dire ils avaient ils étaient de plus en plus fatigués. D'une part parce que la prise en charge était de plus en plus lourde, en lien avec les vieillissements de la population de résidents, mais aussi en lien avec leur propre vieillissement. Au milieu de ces contextes qui étaient posés et qui étaient un peu, dépassaient un peu la question de la direction, on retrouvait une évolution du point de vue de l'organisation du travail qui est aussi une évolution qu'on retrouve souvent, consiste concerne tout un pan de nouvelles tâches administratives qui supposent pouvoir identifier et détailler qu'est-ce qui fait chaque résident, les projets personnalisés de chaque résident, laisser une trace de chaque chose pour justement réduire les risques. Certaines de ces tâches étaient prescrites par la direction, mais la plupart sont des directives en lien avec des préconisations de l'Agence régionale de santé, l'ARS, ou d'autres financeurs comme les conseils départementaux. Un autre élément qu'on retrouvait, c'était que certaines tâches qui étaient historiquement faites par les propres salariés commençaient à être sous-traitées. C'est-à-dire qu'on commençait à demander aux salariés de ne pas s'occuper de certaines tâches, comme par exemple faire la manicure aux résidents, pour justement faire intervenir des intervenants extérieurs qui menaient des activités qui parfois étaient facturées aux résidents. Ça, au-delà de la dimension éthique du fait de sous-traiter et faire payer aux résidents, était vécu par certaines participantes de l'intervention comme, comme si elles étaient de plus en plus réduites aux tâches ménagères, comme si finalement toute cette intelligence du corps qui avait été développée depuis des années dans un contact corps à corps avec ses résidents, par ce travail qu'on pourrait appeler du care, si on devait reprendre cette idée du soin, tellement travaillé par Pierre Molinier, mais aussi Isabelle Gernet, voilà, Frédéric Debout, voilà, tout un pan des chercheurs qui travaillent sur la question du soin. Béatrice Edré aussi vient de publier un chapitre d'un livre qui s'appelle Les médecins ont leurs mots à dire, MAUX, à dire, leurs mots à dire. Bon, elles ont beaucoup travaillé sur ces évolutions dans les travails du soin et sur la question du genre et la question du travail des femmes dans ces travails du soin. C'est qu'elles décrivaient, c'était comment finalement tout ce qu'elles avaient donné pendant toutes ces années, finalement était nié, pas reconnu, voire, pas reconnu, voire nié, dans le sens où ils ont l'impression que finalement n'importe quel intervenant extérieur pourrait faire ce que ces résidents, qu'en plus la plupart n'arrivent pas à communiquer d'une manière très claire, en leur proposant des ateliers ou des activités plus en fonction de ce que l'administration et ses logiciels nouveaux et ces projets personnalisés pour chaque résident demandent plus que ce qui aurait du sens. Et, et là, on retrouvait un peu un mix assez dangereux, en tout cas qui était décrit par elle comme difficile à vivre. Et c'est vraiment ce qui décrit, je ne sais pas si vous connaissez un livre de Julien Duménil qui s'appelle Art médical et normalisation des soins et art médical. Voilà, qui, lui, il décrit d'une manière très précise justement ces évolutions dans beaucoup des hôpitaux. Il y a un autre livre qui s'appelle L'hôpital sous pression de Nicolas Bélanger aussi qui décrit très bien comment ces tournants gestionnaires depuis les années 90, début des années 2000 approfondit et s'inspire des principes de ce que nous on appelle les New Public Management, c'est-à-dire l'utilisation dans des établissements publics ou dans des établissements associatifs liés au médico-social, des principes du monde de l'entreprise privée, comme si finalement on devrait utiliser les mêmes outils qui ont marché dans les mondes privés, dans les mondes, dans les mondes du, dans les mondes du soin. Et, ce qui était très intéressant pendant cette démarche, c'était qu'au fur et à mesure les réunions s'avançaient, et d'une part, on pouvait attraper mieux leur intelligence du corps engagée au travail, mais aussi leur façon de justement
de travailler dans le temps, mais aussi aujourd'hui, comment finalement elles arrivaient à finalement réussir à subvertir certaines de ces prescriptions et certaines formes de contrôle pour pouvoir continuer à faire quelque chose qui avait du sens. Par exemple, historiquement, elle disait que c'était un lieu de vie, donc s'il faisait beau, on pouvait sortir la table dehors et manger au soleil. Aujourd'hui, parce que tout doit être prévu dans le planning, aussi pour une question de personnel et des objectifs dans chaque activité, et s'il fait beau, on ne peut pas sortir la table dehors. Il faut vraiment prévoir les jours où on va manger dehors au-delà du temps. Et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, comment euh, les manques des marges des manœuvres pour pouvoir déployer notre intelligence au travail et mobiliser cette intelligence individuelle mais aussi collective pouvait devenir justement une des sources de la souffrance au travail de ces collectifs. Après, il y avait, comme on parle des stratégies de défense, il y avait aussi des conflits défensifs qui s'étaient un peu installés au sein du travail, dans lesquels ils n'arrivaient plus à parler de certains points de désaccord sur comment gérer, comment combler l'écart entre les prescrits et les restes. C'est-à-dire, il y avait certaines qui pensaient qu'il fallait faire d'une manière, d'autres qui pensaient qu'il fallait faire d'une autre, mais à aucun moment on discutait collectivement de ça. Toutes les réunions pour discuter du travail et sauter parce que justement, lors de certaines de ces réformes, les réunions d'équipe avaient été remplacées et on pensait que tout devait être détaillé dans les logiciels et on pensait vraiment que ce qui est écrit dans les logiciels était le réel. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait au travail pour bien réussir à travailler qui justement ne doivent pas être dites parce que le risque, ça serait d'être réprimandé tandis qu'on cherchait juste à bien faire. Je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute comprend ça, c'est-à-dire beaucoup de ce qui était écrit dans les logiciels n'était pas tout à fait ce qui était fait, et à la fois, il n'y avait pas de temps pour discuter des écarts du prescrit. Et là, ça entraînait tout un pan de conflits et des tensions et des accusations croisées avec des fiches CHSCT ou d'autres types de fiches pour s'accuser mutuellement, dans lesquelles, et finalement, tandis que les unes et les autres, les uns et les autres, cherchaient à bien faire et se retrouvaient accusés de ne pas avoir respecté, par exemple, les projets personnalisés du résident. Par exemple, s'il y avait un résident qui était très fatigué et une salariée pensait qu'il valait mieux les laisser se reposer, l'autre clan, parce qu'il n'y avait pas tout à fait des clans, mais pas très loin, pouvait l'accuser de ne pas les sortir du lit parce qu'on pensait qu'il les faisait justement parce qu'elle était feignante ou parce qu'elle ne voulait pas vraiment travailler. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils avaient le temps de s'asseoir autour d'une table et discuter collectivement de pourquoi ces résidents étaient mieux au lit ou pas au lit. Et c'est là où on voit que la question des espaces d'activité dans lesquels se structure l'activité déontique joue pas seulement sur la question de la possibilité de fixer des règles de travail, mais aussi pour comprendre l'essence des conduites de l'autre. Toute conduite a un sens, sauf que si on ne discute pas, on ne peut pas comprendre parfois l'essence des conduites. Dans ces contextes de surcharge, de se sentir privé de certaines tâches plus valorisées pour être un peu coltiné aux tâches du côté de ce qu'on pourrait dire les sales boulots, hein, si on veut reprendre un peu les travaux de, du laboratoire de psychodynamie du travail des années 80, ça jouait énormément sur la possibilité de bâtir la confiance. Donc, petit à petit, on a pu mettre ça en place et de comprendre comment finalement certaines de ces méthodes de gestion avaient influencé et de comment elles les avaient habitées ou pas, hein, parce qu'il y avait aussi ça, et comment elles étaient protégées de ces conflits. Il y a quelque chose qui a pu être discuté du côté de l'activité, de ce qui avait du sens et de ce qui pouvait être mis en place pour justement pouvoir avancer. Pour savoir plus, en tout cas pour identifier plus, d'une manière un peu plus structurée, les évolutions du monde du soin par rapport au New Public Management, par rapport à la soft law, par rapport à l'evidence-based medicine, etc. Moi, je vous recommande d'aller lire les livres de Julien Duménil, Art médical et normalisation des soins. Bien, c'est noté, on prend note, c'est noté. Mais en tout cas, mais comme vous dites, hein, on le voit, on sent la souffrance, on sent, pour rester dans notre thème, hein, mais on sent la souffrance, hein, des opérateurs, hein, dans votre article «Intelligence du corps et du public management». On sent, hein, quand certains opérateurs, parlent de perte de spontanéité, de ne plus pouvoir être différent, du fait on ne puisse plus parler et donc bâtir, enfin du moins consolider la coopération qu'il y avait avant.
parce que cette nouvelle organisation du travail, bah, comme on dit, elle est nouvelle, donc elle s'installe sur quelque chose de préexistant. Et donc ça a chamboulé les opérateurs, mais pas dans le sens simplement un petit chamboulement et puis voilà et ça passe, hein. Non, on a quelque chose quand même d'assez grave. J'avais l'impression dans votre article, vous laissez quand même transparaître quelque chose une souffrance forte sur le plan éthique et là, Cassandre en parlait juste avant, mais la question du sens, on sent qu'il y a une souffrance éthique sur la question du sens du travail, du fait que les opérateurs ne puissent plus faire, donc vraiment, ne puissent plus être dans cette spontanéité du faire, dans leur travail. On sent une souffrance profonde, des opérateurs et vous en parlez, notamment dans ce Oui, je pense que d'une part, ce qui leur faisait souffrir, c'était le fait de sentir qu'au lieu de pouvoir continuer à vivre comme avant, maintenant tout devenait très normalisé. Et du coup, il y avait quelque chose du côté de la vie qui s'est perdu. C'est-à-dire, pour eux, finalement, la question de ces lieux qui devenaient un peu un lieu de mort n'était pas seulement en lien avec la question vieillissante de la population, mais aussi avec le fait que tout ce qui était un peu du côté de la vie, ah, il fait beau, on va bouger la table, ah, allez, tu as envie que je te fasse les ongles, je vais te faire les ongles. Non, tout devait être rentré dans ces projets personnalisés. Et finalement, même les choses qui n'étaient pas cette critérisation de la vie, finalement, empêcher de vivre, disons de manière, et les obliger même à mentir vis-à-vis du logiciel, parce que par exemple, il y a quand même cette idée dans ces tournants gestionnaires parfois que tout ce qui est écrit, c'est ce qui est vrai, ou tout ce qui est vrai, c'est ce qui doit être écrit. Donc, par exemple, si quelqu'un devait utiliser 3-4 couches par jour, et si un jour ils utilisaient 2 couches au lieu des 4, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps de les changer, soit parce qu'ils ne faisaient pas, ils faisaient pas d'aisselle, ils devaient quand même rentrer, ils avaient échangé la couche 4 fois. Pourquoi? Parce que sinon, ça pouvait. La façon dont on calculait même les nombres de personnels disponibles pour chacune des maisons était en lien avec les informations rentrées dans ces logiciels. Et comme il n'y avait pas forcément beaucoup de réunions pour des filages, pour partager les informations, ça jouait sur le fait que du coup, l'équipe qui suivait pensait qu'on avait changé 4 fois les couches, tandis que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais à la fois, s'ils ne les rentraient pas, ça pouvait avoir un impact sur leur activité. Et c'est là où finalement, pour nous, la pénurie des espaces de délibération, ils peuvent se passer dans des espaces formels ou informels. Hein. C'est parce qu'il ne faut pas penser qu'il faut surtout faire des réunions. Il y a des équipes qui ne font jamais des réunions, mais qui quand même, ils ont des temps pour discuter et qui marchent plutôt bien. Ces pénuries des espaces de discussion, c'est ce qui a un impact souvent, pas seulement sur la possibilité de bâtir la confiance, de comprendre l'essence des conduites d'autrui et rendre explicite l'essence de mes conduites, mais aussi, c'est ce qui nuit à la possibilité de faire un travail de qualité. Parce qu'on ne peut pas faire un travail de qualité sans sans la coopération, c'est-à-dire sans combler l'écart. Si on parle de prescrits réels, on peut parler, comme les ergonomes disent, l'écart entre la coordination et la coopération. On ne peut pas bâtir la coopération si on ne comprend pas l'essence de conduite de l'autre. C'est-à-dire, si ma collègue laisse les résidents au lit et je ne comprends pas pourquoi il le fait, je ne peux pas travailler avec elle, je ne peux pas coopérer avec elle. Parce que coopérer suppose aider l'autre à bien faire ce qu'il a à faire. Et si moi je ne comprends pas pourquoi il fait ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a à faire, c'est là où la possibilité de coopérer est mise à mal. Donc, dans beaucoup d'endroits, finalement, tout le monde lâche parce que tout le monde a ras-le-bol ou épuisé de souffrir pour essayer de bâtir quelque chose. Et du coup, chacun se cantonne à sa tâche et dit, bon, écoutez, moi, il me demande de faire juste le ménage, je fais le ménage. Et si les résidents, pas mal. Si les résidents doivent aller à une soirée sans les ongles, tant pis. Et de toute manière, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la direction. Et c'est là où tout le monde commence à s'accuser mutuellement. Par contre, le travail va de pire en pire. Ou en tout cas, les résidents, les bénéficiaires du travail vont de pire en pire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, et c'est ce qu'on retrouve souvent à l'origine de certaines demandes dans les médico-sociales. Et c'est pour ça que c'est important de le dire, parce que ce n'est pas juste, ah, ça y est, les tournants gestionnaires, les New Public Management qui fait du mal aux gens, qui sont gentils. Non, c'est le fait que tout le monde finit par participer, soit pour les mettre en place, soit pour se défendre, pour ne pas tomber malade, et laisse couler. Et du coup, indirectement, des pièges des stratégies de défense, c'est qu'elles permettent de tenir, mais empêchent à la fois de résoudre les problèmes. C'est-à-dire, les ouvriers dans les bâtiments continuent à travailler malgré la peur, mais le risque est intact. Les soignants continuent à aller travailler dans un endroit qui fait des choses qu'ils réprouvent moralement,
C'est-à-dire, elles arrivent à continuer à aller, mais la question de la dégradation de la prise en charge est intacte. Et tant qu'on n'arrive pas à rebasculer ces discussions du côté, du côté du travail réel et du côté de qu'est-ce qui est bien travaillé dans chacun des endroits, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est très compliqué de créer les conditions pour parler du travail. À tel point qu'on a fait un numéro de la revue La Boréale que je co-dirige avec Carole Baudin, et qui s'appelle Quand le travail réel est un tabou. Et parce que nous avons l'impression que justement, pouvoir réussir à discuter du travail réel, c'est-à-dire des selles des résidents, de la question du maquillage, des choses très concrètes, ça devient dans certains endroits très, très compliqué. On va tout doucement conclure, je pense, Cassandre, étant donné que le temps file. Mais donc si on comprend bien pour les auditeurs et les auditrices, donc finalement, on est parti de la question de la souffrance. Donc finalement, la souffrance du réel, donc cette chose qui nous résiste, cette souffrance ordinaire. Et donc finalement, on a fait tout un petit chemin pour comprendre, vraiment cette souffrance, souffrance plaisir et souffrance, pathogène. Et donc on a requestionné ensemble, on a requestionné les souffrances éthiques, l'organisation du travail, le sens du travail, la notion d'engagement. Et peut-être pour conclure un peu tout ça, si j'ai bien compris et pour, tous ceux qui nous écoutent, l'important, c'est de cette souffrance, il faut comprendre le travail pour pouvoir permettre enfin, du moins favoriser une coopération entre les opérateurs et non pas simplement rester sur de la gestion, sur de la quantification du travail parce que cette quantification peut dire peu de choses par rapport à toute la richesse qui se cache derrière finalement, si je comprends bien C'est-à-dire Patrice. que pour que le travail soit au service du meilleur, tant pour les bénéficiaires de notre travail, comme pour la cité, comme pour nous, on ne peut pas faire l'impasse de discuter de ce qu'on fait. Et on ne peut pas faire l'impasse de pouvoir. C'est que voilà, c'est pas gagné partout. Dans certains endroits, c'est très risqué. C'est trop risqué. Et, et ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à le faire et à mobiliser un peu les défenses pour pouvoir justement réussir à s'écouter, à réussir à dire, il y a quelque chose qui peut arriver. Mais, et quand ça arrive, les travail peut être au service du meilleur, au service de l'émancipation, au service des, au service du meilleur, au service de ce qui a du sens pour nous, au service de la vie. C'est Oui. beau. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas, Patricio, de nous avoir parlé, et beaucoup éclairé sur, Merci à vous et merci pour ces podcasts. On continuera. oui, oui, merci beaucoup et à la co-rédaction de ce podcast, Kevin Demeure, Eladji Mariko, Manon Cruz. Et bah, merci à toi, Cassandre, pour présenter ce podcast. C'était super. Petite expérience avec toi, fort sympathique. Et merci à toi aussi, Thibaut. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, on est encore à distance. On espère, un jour se retrouver en présentiel. Qui sait, Patricio, nous verrons peut-être un jour. Qui sait? Oui, j'espère. On l'espère en tout cas. Plaisir. Bah, merci beaucoup et puis, bah, à la prochaine. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de diffusion. Et encore merci à la Self de nous avoir sponsorisé pour cet épisode. Merci à tous et à toutes et à bientôt.